Malheureusement, aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup rigoler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Il faut parler des actualités qui m'ont énervé. Mais comme d'habitude, il y aura dans la description quand épinglé la liste des actualités parce que je vous conseille de vous intéresser à toutes les actus. C'est pas juste un listing que je fais là, je vous donne mon avis et je réponds à vos commentaires ou en vidéo ou directement parce que ça m'intéresse et ça m'inspire pour vous proposer plus de contenu intéressant. Donc il faut parler de tout ça. On va commencer avec une actualité un peu légère avec Flow. Il faut savoir qu'au Brésil, il y a beaucoup de familles et de personnes de manière générale qui adoptent un chat noir. Les chats noirs sont connus pour être un présage de mauvais œil, de mauvaise chance au Brésil, mais vu le succès de Flow, il y a plein de Brésiliens qui se disent ok, on va adopter un chat noir, et en vrai je trouve ça mignon, c'est un peu la force du cinéma, je trouve ça adorable, et ils l'appellent, beaucoup d'entre eux, Flow. Donc en vrai, c'est trop cool, et je voulais juste partager un peu de positivité avant d'être négatif, parce que je vais être un peu négatif, et on va commencer avec un peu de négativité, en parlant de Drew Struzan. Drew Struzan, c'est un illustrateur qui est extrêmement connu dans le monde du cinéma, parce qu'il a fait plein d'affiches incroyables. Il faut savoir qu'il est atteint de Alzheimer, il est en train de se battre pour sa vie, du coup il va pas vraiment bien. Du coup je voulais juste lui rendre un peu hommage, pour l'instant en espérant que ça se passe bien pour lui et qu'il survive le plus longtemps possible, parce qu'il a impacté notre cinéphilie d'une manière rare, parce que regardez le nombre d'affiches sur lesquelles il a travaillé, que ce soit The Thing, Retour vers le futur, Star Wars, Harry Potter, Blade Runner, E.T., il y en a plein et je voulais juste lui rendre un peu hommage ici en espérant que tout aille bien pour lui. Plus de 800 artistes ont soutenu et critiqué du coup l'Académie parce que rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé de Hamdan Ballal, l'Oscarisé pour le film de documentaire No Other Land, qui avait été kidnappé par des colons israéliens et l'Académie n'a rien fait. Pourtant, l'autre co-réalisateur a envoyé un message à l'Académie, on a besoin d'aide, normalement l'Académie est censée protéger ce genre de personnes, en tout cas d'un point de vue marketing, et quand tu gagnes un Oscar, tu es un peu protégé, je vous l'ai dit la semaine dernière, et 800 artistes ont critiqué du coup l'Académie des Oscars, que ce soit Mark Ruffalo, Penelope Cruz, Alfonso Cuarón, Ava DuVernay, Denis Villeneuve, Greta Lee, Sam Rockwell, Kerry Mulligan, Edward Norton, Pedro Pascal, Céline Song, Taika Waititi, Justine Triet, Arthur Harry, Steve Buscemi, bref, il y en a beaucoup qui l'ont soutenu et critiqué l'Académie et je suis content que ces gens-là soutiennent justement cet homme parce que le vent tourne un peu à Hollywood, ils se rendent compte que ce qui se passe en Palestine n'est pas normal et de plus en plus de vraies grandes célébrités commencent à parler et je trouve ça bien honnêtement. Running Man a fini son tournage, alors c'est pas un reboot du film de l'époque avec Schwarzy, hein, c'est une nouvelle adaptation en fait du livre et moi j'adore Edgar Wright, c'est Edgar Wright que vous voyez ici sur l'image et Glenn Powell. J'y crois. Normalement, ça sort en novembre chez nous aussi, novembre 2025. Ouais, le livre apparemment est bien, je ne l'ai pas lu. Le film, moi je le trouve un peu imparfait, même s'il reste sympa. Mais là, Edgar Wright qui fait son nouveau film, moi j'adore tous ces films Edgar Wright, hein, franchement, méga fan. Là ouais, j'y crois à fond, je pense que ça peut être mortel. Steven Yeun est confirmé pour jouer dans le prochain film d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Il y a un film sequel, hein, je vous l'avais dit, qui va sortir et c'est lui qui va donc rejouer dedans. Zelda est confirmé pour mars 2027. Rappelez-vous, un film Zelda est prévu par le réalisateur, j'ai oublié son nom, mais le réalisateur du dernier film La Planète des Singes. Et en vrai, il avait fait le Labyrinthe avant, et là, La Planète des Singes était sympa. Honnêtement, moi j'ai bien aimé La Planète des Singes, je pense que c'est une belle œuvre, et ça sera, je pense, le même délire avec voilà, la motion capture et des choses comme ça pour créer l'univers aussi de Zelda. On n'a pas de nouvelles de casting ou de tournage ou quoi que ce soit, mais vu que ça sort dans 2 ans, le tournage devrait commencer normalement en fin d'année. C'est une estimation évidemment. Pas de casting, on veut tous évidemment que Hunter Schafer soit Zelda, pourquoi pas. On ne sait pas quelle sera la vibe de l'œuvre, mais je pense que ce sera un succès planétaire. Et oui, c'est du live action, mais pourquoi pas, honnêtement. On veut tous un film d'animation Zelda, on est d'accord, mais en live action, je pense que ça peut le faire. J'aurais préféré en animation, bénéfice du doute, hâte de voir ce que ça va donner du coup dans 2 ans. Ça va arriver vite, 2 ans, je vous précise là maintenant. Wicked for Good a partagé sa première affiche et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, non mais regardez-moi ça, c'est horrible. C'est affreux. Pourquoi? Pourquoi? Non mais vraiment, c'est ignoble, bordel. Bref, voilà. J'ai hâte de voir le film, hein. J'ai bien aimé la première partie, mais l'affiche, ça pas du tout. Grosse surprise au box-office avec Working Man, qui est le film numéro 1 aux États-Unis. Et oui, c'est le film numéro 1, il a battu Blanche-Neige. Il faut savoir que Working Man a fait 15 millions lors de ce premier week-end. Alors, il a un peu un avantage parce que c'est son premier week-end, là où Blanche-Neige, c'est son deuxième. Et Blanche-Neige a connu une baisse de 66%, ce qui est une mauvaise baisse, mais c'est pas non plus catastrophique. Et il faut savoir que du coup, le film marche mieux. C'est presque prévisible, je pense que les gens en ont marre des remakes Disney, je pense que Disney a foiré le marketing, a tout foiré. Moi encore une fois je suis énervé que Disney accuse Rachel Zegler, je pense que Rachel Zegler, elle a rien fait de mal, elle a vraiment rien fait de mal et c'est que tous les hommes incels, masculinistes à la con qui la critiquent, soyons un peu honnêtes et sincères. Et encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, ils n'ont pas critiqué Emma Watson, ils n'ont pas critiqué Lily James quand ils avaient, enfin ces femmes-là avaient les mêmes arguments que Rachel Zegler, c'est-à-dire la princesse,
qui va donc se sauver elle-même et des choses comme ça. Ce qui n'est même pas le cas dans le film, pour le coup. C'est même pas ça qui se passe dans le film. Bref, ça m'énerve ce genre de truc, c'est assez insupportable. Voilà, je pense qu'il y a un délire avec, soyons honnêtes, un peu de racisme parce que les autres actrices disaient la même chose. Les autres actrices ne respectaient pas non plus l'œuvre originale en disant que bah oui, elles étaient démodées, c'est vrai. Elles ont dit la même chose que Rachel Zegler, mais Rachel Zegler en prend plein dans la gueule. Je ne sais pas si c'est à cause de la montée de ce mouvement anti-wokiste qui prend beaucoup trop de place et qui est un mouvement extrêmement problématique. Mais voilà, nous on soutient Rachel Zegler. Le flop de Blanche-Neige, c'est pas sa faute, encore une fois, c'est la faute de Disney. Les nouveaux scripts qu'ils ont eus, les reshoots, les choix de casting, les polémiques, c'est leur faute à Disney, quoi qu'il arrive. Donc il faut critiquer Disney et non pas Rachel Zegler. Et le fait que Disney mise tout sur Rachel Zegler en tant que bouc émissaire, je trouve ça assez honteux, assez horrible, ça me dégoûte. Et il est soutenu par plein d'acteurs comme Pedro Pascal, le GOAT Pedro Pascal, qui a soutenu Zegler. Donc je suis grave content pour elle qu'elle ait un peu du soutien. Et c'est bien qu'un mec de chez Disney quand même, parce que Pedro Pascal chez Disney c'est quand même une grande star, critique Disney et aide surtout Rachel Zegler. Je pense qu'elle a besoin de soutien dans cette phase assez horrible, disons, remplie de misogynie, de racisme. C'est assez catastrophique ce qui se passe, mais on la soutient. Et en vrai, A Working Man, moi j'ai envie de le voir. Nos films de David Ayer, j'ai bien aimé de Beekeeper, pardon. Moi j'ai envie de le voir, ça peut être sympa, pourquoi pas, ça m'étonne pas que le film ait cartonné parce que le dernier avait bien marché aussi, un Beekeeper, celui-ci va bien marcher aussi. Film d'action un peu débile, ouais, why not? Mais bon, encore une fois, soutien à Rachel Zegler, merci Pedro Pascal. Et il faut parler un peu de Princesse Mononoke, c'est pas la dernière fois qu'on va parler de Princesse Mononoke dans cette vidéo, mais il a été ressorti du coup aux États-Unis en version IMAX et il a rapporté 4 millions. Il faut savoir que 4 millions, c'est plus que la sortie initiale du film à l'époque et c'est un excellent ratio, c'est-à-dire que le film a été diffusé dans 330 cinémas et faire 330 cinémas et 4 millions, c'est un beau score, donc trop cool. J'aurais bien aimé le voir en IMAX chez nous, mais bon, on n'a pas de salle IMAX en France en réalité. Je vous ai déjà parlé dans plein de vidéos de ça. Mais voilà, je suis content pour Princesse Mononoke. Ressortez des vieux films au cinéma, les gens vont y aller. Seth Rogen, en pleine promotion de sa série de studio, oui, je ferai une critique à la fin de deux studios, j'ai pas encore regardé, a parlé sur le Howard Stern Show d'Hollywood. Parce qu'en gros, la série parle un peu entre guillemets de la fin d'Hollywood et Howard Stern disait que plus personne va au cinéma, c'est fini, c'est un truc du passé. Bon, les Américains, c'est beaucoup comme ça. En France, c'est pas vraiment le cas, mais aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça. Et lui disait que non. En fait, regarde, Hollywood a toujours pensé ça. Dans les années 50, Hollywood pensait déjà comme ça. Ah, c'est la télé qui va arriver, c'est la fin du cinéma. Le cinéma existe toujours aujourd'hui. Et il disait qu'il suffit d'un moment. Il suffit d'un instant, il suffit d'une personne. Il a dit, prenez l'exemple de Oppenheimer. Oppenheimer Barbie, ça a redonné une envie folle aux gens d'aller au cinéma. Et en vrai, sur ça, il a raison. Et j'aime bien quand des gars comme lui, Seth Rogen, qui a une filmographie étonnamment excellente, tu vois, faut regarder, hein, on en parlera un jour, mais Seth Rogen, il a une filmographie qui est assez dingue, mine de rien. Là, de studio reçoit de bonnes critiques, j'ai hâte de la regarder, j'ai hâte d'en parler. Mais ouais, il a raison, en fait, le cinéma est cyclique, a toujours été cyclique. Oui, les temps changent, le monde du streaming a beaucoup impacté ça, mais le cinéma ne va jamais mourir d'après moi, ça va pas devenir comme les salles d'arcade, mais il suffit juste de quelques films, de temps en temps, pour relancer l'intérêt des gens pour le cinéma. Et c'est tout, en fait. Après, il faut aussi des choses économiques, comme baisser les prix, des choses comme ça. Bon, bref, il y a plein de débats sur ça, évidemment, mais je suis tout 100% d'accord avec Seth Rogen, je pense qu'il est hyper pertinent, je pense que c'est un mec hyper intelligent, je pense que c'est un artiste assez pertinent dans beaucoup de choses qu'il dit, et j'ai hâte de voir de studio qu'il réalise, qu'il écrit, et il joue dedans, faut pas l'oublier. Si on parle de Apple, il y a aussi Oscar Isaac qui va produire et jouer dans une série Apple qui s'appelle Stowaway. Il va jouer un arnaqueur mondialement recherché. Ça peut être intéressant, j'adore Oscar Isaac, j'adore les séries Apple, donc on est chaud. Stephen Graham, du coup de la série Adolescence, en tant qu'acteur et même scénariste, a dit que c'est tout à fait possible de faire une saison 2. À la base, c'est une mini-série, mais ils auraient peut-être envie, si les chiffres sont bons, et comme je vous dis la semaine dernière, les chiffres sont excellents, je veux dire, c'est la série mini-série de l'histoire de Netflix qui a le mieux marché, et la série britannique qui a le mieux marché de l'histoire de Netflix. C'est une série qui est mondialement regardée, et c'est mérité, parce que c'est une très bonne série d'actualité qui parle de thématiques sérieuses et nécessaires d'après moi. Il faut avoir ces discussions, et oui, je pense qu'une saison 2 serait intéressante pour explorer plus de choses, peut-être par rapport à la victime, à la famille, qu'est-ce qu'elle ressent de se faire tuer par cette vague de masculinistes, de ces Andrew Tate fans et des choses comme ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent de parler de plusieurs classes sociales, économiques, parler peut-être aussi d'un différent point de vue de la masculinité. Je pense qu'il y a des choses à développer parce qu'on souffre en réalité d'une vraie crise de masculinité en Europe et dans le monde à cause de mouvements extrémistes. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, de développer ça, de montrer comment les gens sont déconstruits et en même temps comment les gens peuvent sombrer dans les bas-fonds et tuer des femmes parce que c'est ça qui se passe malheureusement beaucoup dans le monde. Voilà, c'est la masculinité toxique, c'est le patriarcat, parce que je vois plein de gens dire « ouais, la masculinité et tout ». Écoutez, moi je me considère comme le cliché de l'homme, entre guillemets, hétéro, masculin et tout, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais je comprends les failles qu'on a dans notre masculinité toxique à tous. Même moi, j'ai des comportements toxiques par le fait que je suis un homme, et il faut les comprendre parce qu'on grandit. Enfin, moi, j'ai pas grandi
avec ça. Peut-être si j'avais grandi à cette génération-là, peut-être j'aurais été matrixé aussi par les Andrew Tate et autres. Je n'en sais rien. Heureusement, j'ai pas grandi dans cette époque-là. Et c'est ça qui c'est intéressant de comparer. Comment les gens grandissent peut-être à mon époque, les années 90-2000, comment les gens grandissent maintenant, 2010-2020. Ça pourrait être fascinant. Donc c'est ça qui serait bien de développer, d'en parler un peu plus. Et je sais que ça énerve les gens, surtout les hommes, mais je veux dire, si vous n'êtes pas concerné par le sujet, si vous ne faites pas de mal, on s'en fout. Tu vois, genre, pourquoi vous vous énervez? Tranquille. Si ça ne vous concerne pas, moi je suis pas énervé quand je vois des hommes méchants dans les œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai jamais compris pourquoi les gens sont vexés. C'est des sujets qui existent, qui sont vrais, qui sont normaux. Il faut en parler, quoi. Il faut ouvrir des débats. Et j'espère qu'une saison 2 le fera si une saison 2 a lieu. Après, est-ce qu'on a besoin d'une saison 2 en théorie? Non. Mais aussi, si ils ont de bonnes idées, pourquoi pas? C'est Disney qui va donc récupérer avec 20th Century le film de Martin Scorsese, DiCaprio, Dwayne Johnson et évidemment Emily Blunt. Vous savez, le film où Dwayne Johnson aura normalement le rôle principal et va jouer un mafieux hawaïen. Je pense que Disney est un bon endroit parce qu'il s'agit qu'ils vont sortir le film au cinéma. Il y avait des batailles avec Netflix, avec la Warner. Warner, on ne sait pas trop s'ils vont sortir le film en salle. Disney, c'est sûr qu'ils vont le sortir en salle. Netflix, c'est sûr qu'ils n'allaient pas le sortir en salle. Donc je suis content que Disney ait mine de rien récupéré le film. Alors c'est pas techniquement Disney, c'est la Fox, enfin la Fox, l'ancienne Fox, 20th Century. Mais c'est une bonne maison, je pense, pour ce film qui devrait du coup sortir l'été prochain. Paradise saison 2 a commencé son tournage. Je pense que c'est une bonne série. Je ne l'ai pas encore fini. J'ai regardé 4 épisodes. Du coup, je dois être à la moitié si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a 8 épisodes. C'est bien. Je suis content que le tournage ait déjà commencé parce que ça veut dire que la série va bientôt arriver, en théorie, peut-être en début d'année prochaine. Et ça manque ce genre de série qui sortent tous les ans, n'est-ce pas? Donc je suis content et j'ai hâte de voir ça. The White Lotus cartonne. La série fait de mieux en mieux avec l'épisode 6 qui a généré plus de 4 millions d'audiences en direct, ce qui pour une série HBO est beaucoup. Hein. Mais rappelez-vous, vous savez, genre les séries comme Netflix adolescent, ça fait 66 millions en quelques semaines. White Lotus et HBO n'a pas cette portée-là, soyons d'accord. Mais 4 millions pour White Lotus, c'est le record de la série. Et en vrai, trop cool parce que la saison est bien. J'en parlerai la semaine prochaine. Je ferai une critique des 3 saisons pour le coup. Donc une grosse vidéo sur les 3 saisons sans et avec spoiler. Mais ouais, c'est mérité. La saison 3 pour l'instant est très bonne. Il reste un épisode. J'ai vu l'épisode 7 ce matin. Donc j'ai hâte de voir le 8 la semaine prochaine. Et on en parlera normalement mardi prochain. La bande-annonce de One Battle After Another de Paul Thomas Anderson avec DiCaprio a eu le droit à sa première bande-annonce pour le coup, pardon, qui disait justement ce qu'on pensait du film. Film politique, une esthétique vraiment très léchée, je pense, à part de Paul Thomas Anderson, qui pour une fois, depuis quelques années, ne fait pas un période drama, donc c'est un peu un retour en arrière pour lui. DiCaprio qui joue encore une fois un fou, névrosé, révolutionnaire, pathétique, je pense que ça va très bien à DiCaprio pour le coup. Donc j'adorais l'esthétique, j'ai adoré les images, j'adorais le jeu d'acting de DiCaprio déjà, il a l'air complètement fou, ça a l'air barré, on dirait un peu, je sais pas, une sorte de chute psychologique d'un homme et en même temps lié à de la politique, à plein de choses qui vont être, je pense, assez fascinantes. Je pense que le film sera un énorme flop. Hein. Pour le coup, je pense que ça va se planter la gueule comme pas possible parce que, bon, ça sera pas un gros film d'action et tout, mais 120 millions de budget, le plus gros film de PTA. La Warner, d'ailleurs, est en train de se battre avec PTA pour avoir le final cut du film. Moi, je pense sincèrement que, bah oui, c'est toujours le réalisateur qui devrait avoir le final cut, mais je pense que ce sera un flop et je pense que Warner essaie de minimiser le flop. Ça fera pas beaucoup d'argent, mais on s'en fout. Le film a été fait, le film sortira. J'espère que dans la version finale, la plus intéressante, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'adore PTA, j'adore DiCaprio, donc évidemment j'y serai Day One et on en parlera, ça sort en septembre. Destination Finale a battu un record, ou presque, c'est la deuxième bande-annonce de film d'horreur qui a le plus été regardée avec 178 millions de vues en 24 heures, et je comprends, parce que ouais, Destination Finale ça fait kiffer les gens, c'est cool, une nouvelle génération a découvert Destination Finale, moi je vais me remater tous les films justement pour faire une vidéo, je pense, sur tous les films, plus la critique de celui-ci. Et le premier film, c'était donc sa partie 2 qui avait battu du coup le record à l'époque. Common Side Effect, on a le droit à une saison 2, et oui, et ça c'est trop cool parce que moi je suis en train de regarder, je suis à l'épisode 5 sur 10, c'est trop bien. Honnêtement, c'est excellent, c'est drôle, c'est aussi très politique et un peu complotiste, Deep State et Big Pharma. J'en parlerai, je pense, en vidéo parce que ça mérite le détour. C'est une très bonne série sur Max, ça vaut le coup, pour le coup. Wuthering Heights, vous savez le film polémique avec le fameux whitewashing du personnage de, je sais plus comment il s'appelle, désolé, et en même temps l'écart d'âge qui est pas bon et Emerald Fennell, les gens sont pas toujours très fans. Bref, moi j'ai pas lu le livre, donc je m'y connais pas assez bien, j'avoue. Je pense qu'en termes d'adaptation, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être critiquées. Moi, je prends le film pour ce que c'est, mais tout ça pour dire que le tournage est terminé. Donc la sortie est prévue pour normalement la Saint-Valentin de l'année prochaine. Et je voulais juste parler de ça parce que oui, le film fait polémique, et je comprends les gens qui sont déçus parce que c'est du whitewashing, tout à fait compréhensible, surtout que ça parlait de couleur de peau aussi, le livre. Bref, j'ai vu d'autres films, pour le coup de Wuthering Heights, et c'était un peu différent. Là, l'écart d'âge de whitewashing, ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que le film a fini son tournage. Donc le film a 1 an de post-prod, ce qui est plus que Avengers Doomsday. Vous vous rendez compte de ça?
Ce film-là, une comédie dramatique, romantique plutôt que comédie, parce que c'est pas trop une comédie, aura le droit à plus de post-prod qu'un Avengers Doomsday. Est-ce normal? Je ne pense pas. Bref, voilà, je voulais juste parler de ça. Max a le droit à un nouveau logo. Voilà, il est un peu bleu, un peu noir. Moi, je suis team Max, logo violet. Ok, moi j'aimais bien le logo violet. Je maintiens que le HBO Max était la meilleure couleur. Là, ça ressemble à toutes les plateformes de streaming. Ok, ça me saoule un petit peu. C'est pas la fin du monde, c'est un logo, on s'en fout. Mais moi, je suis team violet. Ok. Apparemment, Lies of P Overture aura une durée de vie de 15 à 20 heures pour les gens expérimentés. Ah, ça veut dire qu'on va en chier, nous, les gens qui seront nuls à ce genre de jeu. Moi, j'ai galéré hein, sur Lies of P, il y a la VOD entière sur ma chaîne secondaire. J'ai galéré, j'ai mis 40 heures à finir le jeu. 15 à 20 heures pour un DLC, c'est très bien, c'est généreux, donc merci à eux. J'ai hâte de le jouer, je crois en juin, ou je sais pas s'il y a date de sortie, mais en tout cas cet été, je le ferai, je pense, en live parce que j'ai adoré Lies of P. GTA 6 aura le droit à une campagne marketing très proche de la sortie du jeu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore commencé. Je pense pas que le jeu sortira en 2025, on verra bien, mais si on n'entend pas parler du jeu à l'été pour une sortie à l'automne, je pense qu'il n'y aura pas du coup de marketing cette année-là, mais qu'ils vont attendre l'année prochaine. Et c'est ok, si on attend une année de plus pour GTA 6, c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive, c'est un jeu, ça fait déjà quoi? Ça fera 16 ans en 2026 que le GTA 5 est sorti, je sais même plus. C'est pas grave, on peut attendre une année supplémentaire, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai juste envie de dire que je pense que c'est une bonne stratégie et les studios qui peuvent se leur permettre, c'est-à-dire les Rockstar et autres, ils devraient pas annoncer leur jeu à l'avance. Oui, ils ont fait une bande-annonce il y a déjà quoi, 1 an et demi, mais je peux comprendre, il y a les VD leaks et tout. S'ils allaient continuer d'en parler de ce jeu-là, ils allaient encore plus le faire leaker. Donc je comprends la bande-annonce d'annonce. Maintenant, ça sera comme Intergalactic, comme The Witcher. Ils ne devraient pas faire de marketing jusqu'avant la fin. Tu vois, les marketing des jeux vidéo, le problème, c'est qu'ils ont besoin de faire du marketing en avance pour recruter des talents, pour des financements, plein de raisons. Voilà, comme ça, je n'ai pas envie d'expliquer ici, il y en a plein. Mais Rockstar n'ont pas besoin de ça. Rockstar, c'est des projects, Naughty Dog et tout, Santa Monica Studios. Faites une petite annonce et sortez le jeu dans les 6 prochains mois. Ça, c'est mortel. Il y a plein d'œuvres qui marchent comme ça dans le monde du cinéma, des séries, surtout des séries. Faites ça. Annoncez le marketing et lancez la sortie là pour l'automne et les gens vont être à fond dedans. Bref, ça c'est mon avis, mais ils vont mieux gérer que moi, j'imagine, hein, ceux les professionnels. Mais j'ai hâte d'y jouer, évidemment, comme tout le monde. Il faut parler du coup de la grosse annonce de la semaine. Et désolé, tout à l'heure, j'étais comme ça parce que j'avais la main sur la gourde et j'ai pas vu que mon fond vert me coupait la main. Voilà, j'avais une main un peu coupée. Ne vous inquiétez pas, j'ai acheté un fond vert plus grand et il sera bien plus décalé par la suite. Bref, tout ça pour dire que, du coup, il y a... Ça m'énerve d'en parler, en fait, déjà. En gros, il y a ChatGPT qui a fait une nouvelle mise à jour. Une mise à jour qui rendait les images meilleures. Les images de tout ce que vous faites sont plus intéressantes d'un point de vue esthétique, sont mieux en termes de texte. Il y a plein de choses qui ont été corrigées avec ChatGPT. Et bon, le truc que les gens commencent à faire, c'est cette fameuse trend sur les réseaux avec tout ce qui les gens veulent en mode Ghibli. Donc là, on a une bande-annonce d'un mec qui a payé apparemment 250 $ pour faire une bande-annonce du Seigneur des Anneaux en mode Ghibli. Et vous savez ce que j'en pense? Vous savez ce que j'en pense? Je pense que c'est une insulte à l'art. Je pense que c'est grave. Je pense que c'est ridicule. Je pense que c'est honteux. Surtout pour Ghibli. Alors, vous savez, Miyazaki, c'est un mec qui est directement anti... Alors, IA, je pense même pas qu'il savait ce que c'était l'IA à l'époque, mais il y a cette fameuse vidéo de lui qui parle de gens qui font de l'animation par ordinateur et il dit que c'est une insulte à la vie elle-même. Alors que moi, je trouve que c'est pas une insulte. Tu vois, si tu fais des outils par ordinateur et de l'animation par ordinateur, c'est pas une insulte à la vie. Tu vois, c'est des outils pour faire de l'art. Lui est même pas d'accord sur ça, pour vous dire. Bon, c'était un peu plus détaillé. Il y a l'extrait sur YouTube si vous voulez. C'est une forme d'algorithme IA qui crée à la place de l'humain. Mais en vrai, les outils des machines, moi, ça me dérange pas s'ils sont utilisés pour faire de l'art. Tu vois, du moment que toi, tu crées en tant que personne des outils pour t'aider, why not? Mais même lui, ça le saoulait. Bref, donc moi, je trouve ça juste assez honteux pour plusieurs raisons. Déjà que lui n'aime pas ça, Miyazaki, c'est, tu vois, son œuvre, c'est ça. C'est des choses qu'il a dessinées, qu'il a créées ces 50 dernières années. Son œuvre, c'est ça. Et le fait d'utiliser Ghibli pour imiter des choses que lui a fait en volant littéralement son travail, surtout quand on lui déteste, c'est une insulte. Mais c'est une insulte sans même que lui déteste, parce que c'est littéralement voler du travail. Et le problème, c'est que ça va être réutilisé de manière néfaste. Je veux dire, j'ai déjà vu sur Twitter des Ghibli sexualisés. Le mec qui avait, pas que, mais beaucoup de protagonistes féminins, qui ne les a jamais sexualisés, là on sexualise ses œuvres en mode Ghibli. Donc ça crée tout un problème, moi, qui me dégoûte, qui m'énerve profondément, parce qu'au fait, l'art, c'est la création. Sur ça, on est d'accord, mais la création humaine. Et si vous volez le travail des autres sans rien apprendre, faire, découvrir en tant qu'humain, c'est pas de l'art. C'est juste vous avez mis un prompt dans une machine
Vous n'avez pas créé l'art. Vous n'êtes pas un artiste si vous faites des prompts. Que vous fassiez 20 prompts, 1000 prompts, ça n'a rien à voir avec prendre un stylo et dessiner. Rien à voir. C'est penser, créer, faire des choses comme ça qui sont de l'esprit artistique. Donc, pour moi, vous ne serez jamais un artiste. Ensuite, peu importe la qualité, parce que la qualité maintenant s'améliore, et je l'ai déjà dit, mais la qualité à partir d'un moment, on ne fera plus la différence. Et même moi, qui suis un peu anti-IA génératif pour l'art, je vais me faire avoir par des choses IA. C'est la vérité. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'au fait, c'est devenu une excuse aujourd'hui pour ne plus être créatif, pour que des gens qui ont toujours eu la flemme de devenir des artistes, et moi y compris, hein, moi je ne me considère pas comme une personne créative, mais vraiment je ne me considère pas comme un artiste, pas du tout. Parce que j'ai jamais eu l'occasion, l'ambition de le faire. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont envie de le faire. Et si moi je commençais à faire des prompts, je me considérais jamais comme un artiste. Et c'est devenu une excuse pour des gens qui sont pas artistiques comme moi de se considérer comme des artistes. Mais restez sur terre un peu. Et le truc, si on enlève le côté un peu philosophique, artistique de la chose, ça devient une excuse pour les patrons de studios de moins payer les artistes. De dire aux artistes, ok, mais ton travail, je peux le faire en IA, ce qui est un vrai problème, donc ça dévalue le travail artistique et ça détruit, je pense, notre apport à l'art. Exemple, vous avez cette scène qui passe beaucoup sur Twitter du garçon et le héron, c'est une scène qui a mis 1 an à être faite, à être animée, alors qu'elle dure 4 secondes, parce qu'elle a été faite à la main. Ghibli, c'est un studio qui fait encore tout à la main. Ça a pris un temps fou de faire ça. Et ça, je dis pas que l'art devrait être une galère, mais je dis juste que ça aura infiniment plus mon respect, parce que je sais que l'humain qui a travaillé cette scène, il a dû réfléchir à tout, pendant des mois. Il a dû réfléchir au mouvement de tout, à l'animation elle-même, le côté technique, mais à la mise en scène, à tout. Une IA ne fera que voler, ne créera rien, n'aura pas d'originalité et n'aura pas d'âme humaine. Là, le problème, c'est que dans quelques années, on verra ça, on ne saura pas si c'est fait par IA ou par un humain, et du coup, ça va complètement détruire l'idée de l'art elle-même, je pense d'après moi. À force, hein, peut-être pas tout de suite, mais à force, ça va être ça. Autre exemple, j'ai vu du coup cette image IA de Sévrance en stop motion. Il y a un mec qui s'est amusé à faire Sévrance en plusieurs styles d'animation. Mais ça m'énerve parce que ça, c'est un truc, tu vois, je l'aurais vu comme ça, j'aurais dit, ah cool, quelqu'un s'est fait chier, a fait Sévrance en stop motion. Non, c'est une IA de merde. Et moi, ça m'énerve. Alors qu'en plus, Sévrance, ils ont une scène en stop motion qui a été faite pour de vrai, par des vrais artistes de stop motion. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un truc où, quand je vois ce genre de truc, encore que ce soit des mèmes, vous voyez que les gens rigolent avec de l'IA et tout, je m'en fous. Tu vois, c'est ça le souci. C'est que, enfin, le souci, c'est que en gros, il y a des gens qui disent, ouais, t'es anti-IA. En fait, je m'en fous qu'ils fassent des mèmes en mode Ghibli. J'en ai rien à foutre. Non mais vraiment, tu vois, c'est pas des gens qui vont se faire de l'argent dessus, c'est un truc pour rigoler, c'est un hommage, ok. J'aurais infiniment plus de respect pour des gens qui vont essayer de copier Ghibli à la main avec leur propre art, tout ça, que ça. Ça, c'est de la merde, hein, disons les choses. Mais ça peut être rigolo, à la limite, ça m'impacte pas, moi, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ça, c'est le début d'une acceptation envers l'art de manière générale, où les gens on va voir des dessins comme ça, qui seront faits à la main ou pas, on ne saura pas la différence avec l'art, et du coup les artistes on va dire non mais je m'en fous ce que tu fais, je peux le faire avec une machine. Ouais mais c'est pas pareil. Et ça sera jamais pareil, mais les gens s'en foutent. Le grand public s'en fout, et je suis désolé, moi je trouve ça problématique. Surtout que, encore si ça donnait de l'argent, tu vois, parce que c'est littéralement du vol. Ils volent le travail de Ghibli, et ils l'utilisent, et ils ne font pas d'argent. Tu sais, la machine, le vol, et pas d'argent est fait. Est-ce qu'ils peuvent porter plainte? Même pas. Aux États-Unis, il y a plein de studios qui essaient de porter plainte, ils n'y arrivent pas. Ça bloque. Il n'y a pas de loi contre ça. Ghibli pourrait même pas porter plainte, pour le coup. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que, ok, s'ils se font de l'argent, j'accepterais un peu. Tu vois, si la machine utilise des droits d'auteur à chaque fois qu'il y a marqué Ghibli ou d'autres mots-clés, et que ça donne de l'argent, je serais ok. Parce qu'au moins, l'artiste est au moins récompensé pour le travail qu'il a fourni, et du coup, c'est pas du vol, mais du licensing, mais du coup, il faudrait que l'artiste autorise le licensing d'œuvres comme ça, tu vois, ce genre de truc. Et vous dites, c'est impossible. Si c'est possible, regardez-moi cette merde. Ça, c'est une bande-annonce IA de Superman. Il faut savoir que récemment, aux États-Unis, YouTube, Paramount, Warner, les grands studios se sont mis d'accord pour que toutes les bandes-annonces d'IA ne soient pas démonétisées, mais que l'argent de ces bandes-annonces-là de merde IA, d'œuvres de la Warner et tout, reviennent dans la poche de la Warner, Paramount et tout. Du coup, en fait, il y a un moyen de bosser avec des entreprises, de leur dire « Ok, on autorise l'IA de nos œuvres, mais en échange, bah, vous nous payez. » Et du coup, l'argent de ces bandes-annonces de merde qui sont faites par IA va aller à la Warner. Et je trouve ça bien, parce qu'au moins, ça appartient à eux, quoi. C'est déjà ça, c'est le minimum syndical. C'est déjà ça. Voilà. Donc, s'ils arrivent à faire ça avec d'autres studios de l'art, ok. Mais moi, ça m'énerve parce que j'ai vu, par exemple, des gens dire « Ok, j'ai vu tel artiste que j'aime bien, fais-moi un autre dessin IA dans le style de l'artiste. » Je suis désolé, c'est du vol. Que ce soit un artiste comme Miyazaki ou Ghibli, ou d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui m'a aussi énervé? C'est cette série qui s'appelle House of David sur Amazon Prime. En gros, j'ai vu l'interview du mec, elle dure 4 minutes. Il dit qu'en fait, pour la scène
de genèse de Goliath, c'est une série sur David et Goliath, de Goliath, ils ont fait l'IA. Mais ils ont dit, vous inquiétez pas, en fait on a fait jouer les acteurs, ils sont dans la scène et tout, mais on a juste tout remplacé par de l'IA. Du coup j'ai vu les coulisses, les acteurs jouent la scène, mais ils sont littéralement repeints par-dessus avec de l'IA. Mais le truc c'est que le mec est en train de dire, ouais, c'est plus humain. Il a dit ça, hein, le mec, il a dit c'est plus humain, ils l'ont fait avec des vrais acteurs, et ils ont gagné de l'argent et du temps. Mais c'est ça la critique en fait. C'est que vous n'avez rien gagné en soi, mis à part du temps et de l'argent, parce que ça a été volé de quelqu'un. Encore si c'était leur propre, je sais pas, art qu'ils ont mis dans la série, et ils ont utilisé un algorithme et une machine pour rendre ça dans l'œuvre, ok, pas de souci, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est du vol. Ils ont pris de l'art de plein de personnes différentes, et qui sait ce qu'ils ont tapé dans leur prompt? Qui sait? On ne sait pas, peut-être ils ont dit, ok, j'ai besoin de David, en mode comme ça, de tel artiste et tout, de je sais pas quelle époque, ou... Ça me dégoûte un petit peu. Vraiment, et du coup, je sais même pas comment réagir à ça parce que les gens s'en foutent de ça. La série est un carton hein, sur Prime, d'ailleurs, 22 millions de vues, et les gens s'en branlent. Et les gens vont s'en branler toujours, que c'est littéralement du vol. C'est du vol. Et l'artiste n'a pas été payé. L'artiste n'a pas donné son accord. Tu vois, c'est une amalgation de trucs dégueulasses. Bon, vous allez encore dire, je suis réac, que je vis pas avec mon temps, mais moi, j'ai aucun problème avec les outils informatiques qui aident à faire de l'art, mais ça, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art, encore une fois, je suis désolé de le dire. Et je pense que les réalisateurs doivent être contre. Je pense sincèrement que les réals, Nolan, Cameron, Tarantino, j'en sais rien, les réals, les plus grands réals doivent dire stop. Doivent dire on n'a pas d'IA générative dans nos films. Ils doivent faire une annonce. Écoutez, ce qu'on a fait là, c'est un vrai grand film. Tu vois, peut-être on aura l'Odyssée de Nolan. L'Odyssée aura peut-être des séquences en, je sais pas, en effet pratique avec peut-être un cyclope ou des trucs comme ça. Et les gens qui vont penser que c'est de l'IA. Tu vois, et ça va dévaluer le travail de toute une industrie, de toute une équipe, de plein de gens. Et les gens seront plus impressionnés alors que il y aura peut-être des heures et des heures de travail et ça va juste gâcher ça. Et je pense que, sans même parler du vol, notre rapport à l'art, moi il m'a un peu terrifié dans le sens où, au fait je m'en suis rendu compte que les gens s'en foutent de l'art. Bon, je savais un peu déjà que les gens s'en foutaient de l'art, mais on est à un stade où ils se considèrent comme des artistes, certains alors qu'ils ne le sont pas. On est à un stade où ils sont prêts à gober n'importe quelle merde par IA parce que voilà, ils s'en foutent, c'est joli et puis basta. Et ça sera de plus en plus joli. J'ai envie de dire heureusement parce que c'est les progrès de la technologie, mais malheureusement pour les artistes, ça sera de plus en plus joli. Et sans même parler d'emploi, juste l'aspect un peu philosophique de l'art, je suis désolé de le dire, moi je trouve l'art important. Ok, je trouve l'art important et je trouve que l'art c'est fait par des humains. Des humains avec des outils, ok. Mais un prompt n'est pas un outil. Ça vole le travail des autres. Désolé de me répéter et tout. Et encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais quand tu utilises de l'IA, enfin moi, ou n'importe qui, des youtubeurs et tout, en vrai je m'en fous. Tu vois, des youtubeurs, des streamers du moment qui essaient de minimiser le travail qui vole ou pas en voler du tout, tu vois, j'ai vu le truc sur les emotes Twitch, il y a des gens qui utilisent des emotes Twitch. En vrai, ça me dérange un petit peu, c'est-à-dire que si tu prends le travail d'un artiste, ok, je veux les mêmes emotes Twitch que cet artiste-là qui a été commissionné, et du coup là, toi, tu utilises les mêmes styles, c'est du vol aussi, quoi. Donc à un moment, j'ai moins de, comment dire, de haine envers les influenceurs et autres qui n'ont pas les moyens et qui n'allaient jamais de façon payer un artiste pour le faire, mais quand même, c'est moralement, je trouve, pas bon, disons les choses. Désolé encore une fois d'être un vieux réac sur ça, mais je pense pas que je vais changer d'avis sur ça parce que la réalité elle est là, je pense. Et j'ai pas envie de me répéter, j'avais fait une vidéo sur l'IA récemment où j'étais assez pessimiste et en fait, juste voir ce truc de Ghibli, c'est ce qui s'est passé là ces dernières semaines, ouais, m'a un peu déprimé quoi. Je me suis dit, ouais, au fait, on s'en fout. En fait, les gens s'en foutent de l'art, c'est la fin. On va se bouffer des films IA de merde, sans aucun art derrière, qui sera de vol d'autres artistes. Et il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose, je sais pas quoi, je sais pas comment, des législations, des choses. C'est déprimant. Honnêtement, c'est déprimant et je suis désolé de plomber l'ambiance avec la vidéo. Peut-être il y a plein de gens qui vont penser que j'exagère, je déconne, j'en fais des caisses et tout. Désolé, désolé, mais c'est ce que je pense et je vais pas changer d'avis sur ça parce que je trouve que c'est éthiquement et moralement mauvais, quoi, mais vraiment mauvais. Pour finir quand même avec les sorties de la semaine, il y a Devil May Cry qui sort cette semaine. Ça a l'air sympa pour le coup, des vrais artistes qui ont fait cette œuvre. Ouais, désolé, hein, j'ai plombé un peu le truc, mais en gros, ça a l'air bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si je regarderai tout de suite, mais apparemment c'est joli déjà comme œuvre et ça va être bien. White Lotus finit cette semaine, j'en parlerai évidemment, je pense mardi pour le coup. Minecraft sort cette semaine, j'en parlerai mercredi après-midi, ça c'est sûr. Et il y a aussi Deux Sœurs qui sort cette semaine qui a l'air pas mal. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites voir ce que vous en pensez de cette vidéo. Ouais, désolé, je suis un peu pessimiste peut-être, mais ça m'a un peu saoulé ce que j'ai vu cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, s'ils exagèrent, si j'en fais des caisses. Voilà, donnez-moi votre avis sur tout ça. J'ai envie de voir un peu ce que vous en pensez comme d'habitude. Tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des TikTok, des Reels ou même des lives sur Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.